Le mégalodon. Taille 15,90 m à 20,30 m. Des spécimens pouvaient atteindre une taille exceptionnelle de 28,70 m. Poids près de 50 tonnes pour un animal de 15 mètres. Il vivait au milieu du Miocène, 15 millions d'années en arrière. La Terre est en proie à d'importants mouvements tectoniques aux quatre coins du globe. Les paléontologues ont trouvé des millions d'ossements de baleines de taille et d'espèces différentes, qui présentent toutes une caractéristique commune d'impressionnantes entailles, signe d'une agression d'une rare violence. Ils ont trouvé des milliers d'os de baleines fossilisés, portant d'énormes entailles au niveau des côtes, des vertèbres et des nageoires caudales et pectorales. Ils en ont trouvé qui faisaient 20 cm de long et jusqu'à 8 cm de profondeur. Il faut une force phénoménale pour entailler l'os à ce point. Imaginez la taille de l'animal qui a pu infliger des blessures pareilles. Ces entailles sont la marque d'un formidable prédateur, d'une taille difficile à concevoir de nos jours. Un véritable monstre marin. Mais quelles étaient les caractéristiques de cet animal préhistorique capable de s'attaquer à une baleine géante? À proximité de ces os endommagés, les chercheurs découvrent un autre indice. D'énormes dents triangulaires aux arêtes coupantes, conçues pour déchiqueter les chairs. Lorsqu'ils les comparent aux entailles, ils s'aperçoivent qu'elles correspondent parfaitement. Quand on regarde les os trouvés, on remarque qu'ils portent une entaille asymétrique, la seule position de la dent qui correspond à celle du mégalodon, puisque le haut de l'entaille est très plat et le bas très incurvé. Or, il n'y a qu'un seul animal dont la morsure présente une telle asymétrie. Le terme mégalodon signifie grande dent. Le mégalodon pouvait dépasser les 15 mètres de long, ce qui équivaut à la taille d'un avion. Si le mégalodon existait de nos jours, l'homme n'aurait jamais pu s'aventurer sur l'eau, parce qu'il n'aurait jamais pu construire un bateau suffisamment gros pour résister à ses attaques. Les scientifiques ont découvert que ces mâchoires étaient capables d'exercer une pression de 20 tonnes, largement de quoi lacérer des chairs. Ces attaques sont d'une telle férocité que les dents transpercent non seulement les chairs, mais vont jusqu'à entailler les os les plus inaccessibles à l'intérieur du corps des victimes. Les mégalodons n'ont pas d'os. C'est pourquoi les scientifiques ont recours à d'autres méthodes pour évaluer leur taille. Les requins ont un squelette cartilagineux qui supporte assez bien la fossilisation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc, si on retrouve les restes d'un animal avec la queue, on peut déterminer précisément sa taille. Mais les squelettes sont rares, c'est pourquoi leur dentition est une source d'informations précieuses. Leurs dents en disent long sur eux. Comme elles ont la même forme que celle du grand requin blanc, on estime que chaque centimètre de dents de mégalodon correspond à 1,20 m de corps. Donc, une dent de 15 à 18 cm, ça donne un corps de 18 à 21 mètres. Le mégalodon s'attaquait indistinctement aux cétacés, aux otaries et même aux autres requins. Les fossiles retrouvés prouvent qu'il écumait tous les océans de la planète. Partout où il y a des fossiles de baleines, on peut être sûr qu'il y a des morsures du mégalodon. Si on est dans les sédiments de la bonne période, évidemment. Ces requins étaient les prédateurs numéro 1 des cétacés dans le monde entier. L'emplacement des fossiles de mégalodon nous apprend également que ces chasseurs vivaient à proximité de leurs victimes. On trouve ces cartilages de mégalodon dans des couches géologiques qui se sont formées à proximité des côtes. Pour autant que l'on sache, il ne s'agissait pas d'une espèce pélagique, c'est-à-dire vivant en eau profonde. Ce n'est pas surprenant, puisque ces proies étaient des mammifères marins et d'autres grands vertébrés vivant près des côtes, là où l'environnement est riche en éléments nutritifs, grâce aux remontées des grandes profondeurs. Il faut beaucoup d'otaries de 50 kg pour nourrir un mégalodon de 50 tonnes. Il ne devait pas perdre son temps à chasser des amuse-gueules.
Il traquait plutôt des baleines, des calmars géants et les autres grands requins. On estime qu'il devait consommer quotidiennement l'équivalent d'un 50e de son poids. Pour se nourrir, le mégalodon doit trouver 1 tonne de nourriture par jour, ce qui représente le 5e du poids d'un éléphant, afin d'assouvir son appétit. L'animal utilise des techniques de chasse élaborées au fil des millénaires. Aujourd'hui encore, on retrouve ces mêmes techniques chez les grands requins blancs. Le mégalodon devait sans doute rechercher les plus grosses proies et les attaquer par en dessous. Une fois sa victime localisée, il accélérait dans sa direction, mais ça ne devait pas être une accélération fulgurante, il devait progressivement prendre de la vitesse sur une longue distance. Si au dernier moment, quand il avait atteint sa vitesse maximale, sa proie changeait brusquement de trajectoire, il ne devait pas pouvoir la suivre aussi facilement que l'aurait fait un plus petit requin. La comparaison entre une dent de Carcharodon carcharias, à savoir notre grand requin blanc, et une dent de mégalodon est éloquente. La dent d'un grand requin blanc qui devait mesurer entre 4 mètres et 4 mètres 50 et la dent du mégalodon est énorme. Le mégalodon est d'autant plus redoutable car il a une réserve de dents quasi illimitée. Il arrive qu'en aquarium, que certains requins remplacent l'intégralité de leur dentition tous les 8 à 10 jours. Ça représente des dizaines de milliers de dents au cours d'une vie. Et c'est ce qui explique qu'on retrouve autant de dents de requin fossilisées. Et ce n'est pas tout. En plus de sa taille, de ses puissantes mâchoires et de ses dents tranchantes, l'animal possède une autre particularité. Il dispose pour traquer ses proies de sens exceptionnellement développés. Le mégalodon nage bouche ouverte pour faire circuler l'eau dans ses branchies, ce qui lui permet de respirer mais aussi de récolter des informations. Le grand requin blanc est l'un des animaux dont l'odorat mobilise la plus grande partie du cerveau. Au niveau de sa tête, il concentre un nez particulièrement sensible, des mâchoires puissantes et une très bonne vue. Fort de toutes ces informations, les paléontologues ont réétudié les squelettes de baleines et découvrent que lorsque le mégalodon attaquait, il ciblait une zone bien précise chez ses victimes, les nageoires. Quand on observe les squelettes de baleines qui vivaient à la même période que le mégalodon, on s'aperçoit que les 2/3 portent des traces de morsures aux nageoires. C'est finalement assez logique, puisqu'en cherchant à s'échapper, le cétacé va pivoter autour de son centre de gravité, situé au niveau de ses nageoires. C'est donc la partie du corps qui va bouger le moins lors de l'attaque. En découvrant ce gigantesque requin préhistorique aux techniques de chasse très élaborées, les scientifiques ont pensé qu'il ne pouvait avoir aucun concurrent, mais ils se trompaient. En 1992, les recherches d'un paléontologue révèlent l'existence d'un deuxième monstre marin, que personne n'avait encore jamais identifié. Lorsque les dinosaures dominaient le monde, le Tyrannosaurus rex était le plus redoutable d'entre eux. 50 millions d'années plus tard, une créature encore plus terrifiante voit le jour. Le plus grand poisson carnivore à avoir jamais hanté les mers du globe. Le mégalodon a toujours fasciné les scientifiques, parce que c'est un peu l'équivalent aquatique du T-Rex. Il était aussi spectaculaire. Les chercheurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait du seul prédateur marin de ce type. Mais en 1992, une nouvelle découverte va les faire changer d'avis. On la doit au professeur Lawrence Barnes, du Muséum d'histoire naturelle de Los Angeles. Le paléontologue n'a pas fait cette découverte sur le terrain, mais dans le tiroir d'un musée. Cette sorte de cachalot préhistorique partageait le même territoire que le mégalodon. Il était au moins aussi terrifiant que lui. Au début des années 90, il était en voyage d'études au Japon, et il est allé dans une petite ville appelée Shigamura. Mura signifie village. On l'a emmené au musée local pour lui montrer le squelette d'un cachalot fossilisé. Et en l'étudiant, Lawrence Barnes s'aperçut qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Le paléontologue
baptisera ce nouveau spécimen Brygmophyseter silgensis, le cachalot tueur. Cet animal compte parmi les cétacés les plus imposants et les plus dangereux de la préhistoire. À côté de lui, l'orque actuel semble minuscule. Comme ils possèdent un squelette entier, ils peuvent évaluer la taille du Brygmophyseter à 10 ou 12 mètres. Comparé aux baleines d'aujourd'hui, c'est un animal de taille moyenne, mais à l'époque, il faisait partie des plus grands cétacés existants. En étudiant l'ADN de ces mammifères marins, les scientifiques se sont aperçus qu'ils étaient des proches parents des ongulés, en particulier des cochons et des hippopotames. Récemment, ils se sont beaucoup intéressés aux origines des cétacés et aux animaux terrestres, auxquels ces derniers sont apparentés, et les preuves fossiles qu'ils ont retrouvées ainsi que les analyses ADN pratiquées sur les cétacés actuels indiquent que ces animaux étaient très proches des ongulés à 2 ou 4 sabots. Chez ces ancêtres cétacés, ils ont découvert des pattes arrière qui présentaient au niveau de l'articulation de la cheville un astrage. Il y a des creux qui donnent de la flexibilité au mouvement. C'est ce qui permet à un cerf de sauter par-dessus une clôture par exemple. Et ces caractéristiques ne se retrouvent que sur les ongulés et les cétacés primitifs. À la différence du mégalodon solitaire, les cachalots tueurs vivent en groupe. Les cétacés sont des animaux sociables et les cachalots ne dérogent pas à la règle. Donc, on peut penser qu'au Miocène, on trouvait des petits groupes de cachalots qui se défendaient mutuellement quand ils étaient attaqués. Chasser à plusieurs présente aussi des avantages indéniables. Ça permet de faire des choses qu'un individu seul ne peut pas faire. Un groupe peut notamment cerner une proie et l'attaquer de tous les côtés à la fois. Cette collaboration a permis aux Brygmophyseter de chasser plus efficacement, mais si l'un d'eux se retrouvait isolé, il devait être d'autant plus vulnérable aux attaques du redoutable mégalodon. La force de ces mammifères marins résidait dans leur nombre, leur taille, mais avant tout de leur dentition, ce qui fait du Brygmophyseter un cétacé hors du commun. C'est qu'il possède des dents sur la mâchoire inférieure et supérieure. Au total, il a 44 dents qui sont de la même taille que celles du Tyrannosaurus rex. Ils ont de grosses dents qui ne sont pas crantées comme celles des mégalodons ou d'autres grands requins, mais qui s'apparentent plutôt à d'énormes crocs. Leurs dents s'emboîtaient. Sur une dent de cachalot, on voit bien l'emplacement où venait s'encastrer la dent opposée. C'est typique de ce genre de fossiles. Les dents ont une face spécialement conçue pour recevoir la dent opposée. En fait, la racine est ancrée très profondément dans la mâchoire, ce qui fait que la partie saillante ne bouge absolument pas. Cette dentition large et solidement implantée est parfaitement adaptée à la capture de grosses proies, ce qui met le Brygmophyseter en compétition directe avec le mégalodon. C'est un prédateur carnivore qui pouvait dévorer n'importe quel animal. Le squelette fossile a été retrouvé au Japon, dans une couche de sédiments en même temps que des dauphins, des baleines et des otaries primitives, qui devaient faire partie de son régime alimentaire. Il consommait aussi du poisson, des calmars, des requins et des petits mammifères marins. Son alimentation était très diversifiée, et à la différence des cachalots actuels, ils avaient des dents sur la mâchoire du haut, puis celle du bas. Ces dents sont spécialement conçues pour se refermer sur des proies aux écailles glissantes. Et pour localiser ses victimes, dans n'importe quelle condition, le Brygmophyseter possède un atout propre à tous les cachalots, le sonar. Il utilise l'écholocation, qui est une caractéristique unique des baleines à dents. Chez les cachalots, elle est particulièrement bien développée. Lorsqu'il utilise son sonar, l'animal émet des ondes sonores qui se propagent à l'extérieur du crâne. Quand ces ondes rencontrent un obstacle, elles reviennent vers lui et les récepteurs situés dans le cerveau créent une image de cet obstacle. Ils lui donnent sa position, sa direction et sa taille. C'est comme avoir des yeux dans le noir. L'intérêt d'un sonar
c'est qu'il compense une mauvaise visibilité la nuit et dans les eaux troubles. C'est très utile à proximité du rivage, où les vagues charrient beaucoup de sédiments et où l'eau n'est pas aussi transparente qu'en pleine mer. Dans ces conditions, c'est clairement un avantage. Le système d'écolocalisation est très utile pour se nourrir et voir dans le noir, mais peut également se révéler meurtrier. En temps normal, le sonar lui sert à localiser ses proies dans les parties les plus sombres de l'océan. Mais le cachalot peut aussi concentrer ses ondes sonores et s'en servir pour étourdir une proie ou un agresseur potentiel, car le son se déplace plus vite et plus loin sous l'eau que dans l'air. Si vous êtes assis et que quelqu'un fait exploser un bâton de dynamite à 3 mètres de vous, l'onde de choc va vous tuer. Multipliez cette puissance par 100 et vous serez littéralement pulvérisé. Fin de la première partie du mégalodon.